Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, Stéphane Piat, directeur général de Carmat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Une prothèse de cœur artificielle, donc imaginée, prototypée, testée entre la France et les États-Unis. Ça, c'est un peu le résumé très rapide des 12 dernières années vous concernant. Des essais cliniques, des validations d'autorité, notamment des patients en test implantés qui n'ont pas d'ailleurs toujours survécu autant que vous le vouliez. Et là, il y a quelques bonnes nouvelles depuis la fin de l'année. Décembre dernier, enfin le marquage CE. On va y revenir. Mais justement, est-ce que 2021, ce sera l'année de la commercialisation du cœur artificiel de Carmat? Oui, en tout cas, c'est le plan. Donc, ce qu'on fait depuis le début de l'année, c'est la production pour construire un inventaire et puis être capable, dès le deuxième trimestre, de commercialiser les premiers cœurs artificiels. Donc là, vous constituez des stocks, pour ainsi dire. Tout à fait. Quand précisément, justement, deuxième semestre, parce que c'est large, entre juin et décembre 2021. Pardon, deuxième trimestre. Deuxième trimestre, donc ça va arriver plus vite que prévu. Ouais. Ça veut dire que ça va arriver d'ici le printemps. Tout à fait. Comment ça va finalement s'organiser? Qui vont être vos commerciaux, vos clients? Parce que c'est ça va être de nouveaux métiers pour vous. Aujourd'hui, comment est-ce que vous allez faire fonctionner ça? J'avais vu que vous alliez le commercialiser sous une marque différente d'ailleurs. Oui, alors Carmat, c'est une société, hein, donc c'est un récipient, si vous voulez. C'est ce que j'ai dit depuis que je suis arrivé. Quand on est capable de faire un cœur artificiel, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle, avec le management, dès mon arrivée, la vision, c'était de dire Carmat, c'est une société. Et Eason, donc c'est ou Aison en français, c'est le premier produit de la société, j'espère. Voilà, donc c'est pour ça qu'il. Eason, ce sera le nom du produit. Qui va l'acheter aujourd'hui? Ce sont les hôpitaux? Ce sont les hôpitaux, bien sûr. Aujourd'hui, votre marché potentiel sur cette zone géographique, c'est combien de patients, justement? C'est combien de ventes? Est-ce que vous avez des objectifs, justement, de cet ordre-là? Ah oui, bien sûr, on travaille comme une société, je dirais, professionnelle, normale. On a un long range plan sur 10 ans depuis que je suis arrivé. Je pense qu'on n'a jamais été en retard au bout de quelques mois. Donc, on a un plan à 10 ans pour savoir à quel moment on sera capable d'avoir un autofinancement, etc., etc. Mais par exemple, aujourd'hui, si vous devez satisfaire la totalité de la demande, c'est combien de patients? Alors, c'est ce que je dis toujours, c'est tant qu'il n'y a pas d'offre thérapeutique, le marché, il est très difficile à évaluer. Ouais. Donc, toutes les thérapies que j'ai développées, c'était à chaque fois, il n'y a pas de patients. Puis quand on donne une thérapie, après les patients, ils arrivent. Donc, il y a beaucoup de patients, on le sait. Ouais. Alors, si on part vraiment de la fourchette haute, c'est vraiment des centaines de milliers. Maintenant, qui seront traitables et traités rapidement, bon, ça sera quelques milliers. Moi, j'avais lu 2000, 2500 à peu près, c'est ça? Oui, alors c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais les low-hanging fruit. Donc, si vraiment aujourd'hui on voulait dire rapidement un chiffre sûr, c'est au moins 2000, c'est la liste d'attente en Europe. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que votre produit, donc Eason, il ne pourra pas satisfaire l'ensemble des patients parce que le produit est tellement volumineux et il ne doit pas non plus être énorme. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas l'implanter sur n'importe qui, finalement, aujourd'hui. Je dirais ni, donc c'est ni vrai ni. Non, alors on a beaucoup appris en 5 ans. C'est ce que vous expliquez il y a quelques Ouais, donc au début, quand on a d'ailleurs, Monsieur Latrémouille nous a joint il y a 2 semaines, le chirurgien qui a fait plus de 100 animaux, etc., etc. Donc au début, il fallait se mettre des limites et on avait peur de ne pas pouvoir fermer les thorax. C'est la raison pour laquelle on s'était mis une limite de 14 cm entre la cage thoracique et la colonne vertébrale, mais maintenant on a implanté des personnes avec 12 cm de distance, ce qui fait que 90%, 95% des gens de race blanche, les caucasiens, comme on dit, on peut les implanter tranquillement. Quelqu'un comme moi qui suis assez fin, je peux faire implanter aujourd'hui ou pas? On avait le patient 7 de l'étude, il n'était pas très loin de notre taille, donc ça pourrait être possible. Alors maintenant, je pourrais pas, il faudrait qu'on fasse un scan pour être sûr. Écoutez, je passerai plus tard, je suis patient 7 donc. Pourquoi ça a été si long, Stéphane Piat? 12 ans, c'est évidemment très important. Tous les dispositifs innovants, ils ne mettent pas autant d'années à arriver sur le marché. Pourquoi c'était si compliqué pour vous? Alors là, encore une fois, c'est ni oui ni non. Non, c'est pas long du tout. Je pense que c'est un problème d'attente. Quand je regarde, il y avait une forte attente, c'est vrai. Exactement. Quand je regarde un peu en arrière, c'est un peu le problème de la mise en public de la société. C'est qu'on avait promis à l'époque un marquage en 2013 qui aurait été très difficile, voire quasiment impossible. Donc je pense que peut-être que la feuille de route, elle n'était pas vraiment juste à l'époque. Ouais. Encore une fois, j'ai l'habitude de dire, pour un marquage CE du début d'un développement de produit beaucoup plus simple, il faut une dizaine d'années, donc 12 ans pour un produit comme Carmat.
je pense que c'est une bonne performance. Donc on le rappelle, le marquage CE, c'est l'autorisation de l'Europe qui vous permet de commercialiser le produit sur le territoire. Un sujet évidemment important, et notamment pour ceux qui vont vous acheter le cœur artificiel, vous êtes resté pour l'instant évidemment plus discret, c'est la question du prix. Ça faisait notamment d'ailleurs à une époque aussi un petit peu partie des sujets qui posaient question à vos investisseurs. C'est combien finalement ce produit va coûter. Est-ce que la question du pricing aujourd'hui, elle a été résolue chez Carmat? Oui, elle est résolue depuis 2 ans, donc on travaille comme une société pharma classique, donc il y a un plan stratégique de très long terme. Le prix, c'est une science. Oui. Le prix, c'est très important. C'est une variable importante dans un plan, bien sûr. Donc, ça fait 2 ans qu'on était fixé. On a fait une large étude entre l'Europe et les États-Unis. Donc, on avait une étude. Ça va coûter combien ? Alors, ce sera plus que 2 pompes. Alors, qu'est-ce qu'on fournit avec Carmat? C'est ça qu'il faut. Donc, c'est un support biventriculaire. Donc, on supporte les 2 ventricules. Donc, ça coûtera probablement plus que 2 pompes. Alors, une pompe, ça coûte 80 000 € grosso modo. Donc, c'est plus de 160 000 €. Donc plus de 160 000 €, mais moins que alors, ça sera le sujet de l'étude qu'on va faire en France. C'est une étude économique. Donc, notre but, c'est de démontrer que traiter un patient avec un cœur Carmat, ça coûte moins cher que de ne pas le traiter ou de le traiter avec d'autres options. Donc ça veut dire notre but, c'est de faire gagner de l'argent au système de santé. Vous avez aujourd'hui des échanges justement avec la sécurité sociale, avec les opérateurs de l'assurance santé en France et en Europe qui sont prêts aujourd'hui à mettre ce prix-là? Bien sûr. Donc là, on a des discussions avec les hôpitaux en Allemagne. Alors, chaque système de santé est différent l'un de l'autre en Europe, mais en Allemagne, les hôpitaux dépendent de l'assurance de leur région. Oui. Donc, on a déjà des discussions depuis 6 mois avec les centres allemands. La semaine dernière, j'étais en Italie, dans une région, et là également, on a eu une discussion à propos du remboursement. Donc, chaque État fonctionne différemment l'un de l'autre. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides que les autres. Mais encore une fois, l'étude était très précise par rapport à ce qu'on offre. Et aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis comme en Europe, on n'a pas eu vraiment de vrais problèmes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la durée de vie, le coût du traitement, c'est plus intéressant effectivement, si on fait un calcul purement économique, entre guillemets, de financer 200 000 € de cœur artificiel à un patient que de devoir le traiter tout au long de sa vie pour la maladie dont il souffre. Alors, l'étude, bien sûr, devrait le démontrer, c'est le but, donc ça sera très très détaillé. Donc l'étude ne l'a pas démontré encore? Non, l'étude, on doit la démarrer. C'est l'étude efficace en France de 52 patients. Mais bon, quand on fait des modèles sur Excel très simples, ces patients qu'on va traiter, c'est des patients qui vont tout le temps à l'hôpital et qui restent des mois en thérapie intensive, donc qui coûtent beaucoup d'argent au système. Bon, déjà, il y a un coût social pour la famille et le patient lui-même. Et en plus, il y a un problème d'économie. Et c'est un problème important parce que, bien sûr, on pousse l'âge de la mort des gens dans le monde entier, l'espérance de vie. Le problème, c'est que ce sont des patients de plus en plus fragiles et qui ont besoin de beaucoup de traitements. Donc, ce sont des patients qui sont de plus en plus coûteux. Donc, et surtout, c'est un pool de patients qui croît de manière exponentielle. Donc, s'il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Et justement, vous parliez de durée de vie, le patient qui a porté la prothèse le plus longtemps pour l'instant? Ça a été 25 mois et on a dû l'arrêter parce qu'il avait une autre maladie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de s'assurer et de considérer qu'il n'y aura pas de décès liés justement à des dysfonctionnements uniquement de l'appareil et que ce sont uniquement des comorbidités, comme on dit, et Dieu sait que c'est un terme qu'on entend de plus en plus en ce moment? Oui, alors... En effet, c'est difficile pour les gens qui ne travaillent pas dans la santé. Moi, ça fait 25 ans. Au début, il faut au moins une dizaine d'années pour stabiliser une technologie. Alors, vous partez d'un pourcentage assez élevé, 30% de défaillance. Et à l'équilibre, quand un produit est mature en dispositif médical en cardiologie, alors pour des stents, des trucs très banals, vous arrivez à 1,5%. Donc nous, on tend à arriver rapidement sur un low single digit, en dessous des 5%. Et notre but, ça sera d'être le plus fiable possible. Mais ça, c'est normal, c'est logique. Et, donc il restera toujours une petite part d'erreur de la machine. Oui, parce que vous avez toujours des problèmes de qualité. La qualité, zéro problème, ça n'existe pas malheureusement. Justement, c'est fabriqué où? C'est fabriqué comment? Qu'est-ce qu'on utilise? Donnez-nous la recette pour fabriquer un cœur artificiel de Carmat. Alors, il vous faut un peu d'électronique, oui, j'imagine, un peu de mécanique, un peu de biologique. Non, donc on fait les pompes et puis la carte électronique à l'extérieur. Par contre, on assemble tout le reste. Et tout ce qui est biologique, c'est nous qui le faisons sur le site de Bois d'Arcy. On hybride les membranes, etc., etc. Aujourd'hui, et vous le dites vous-même, on soigne de plus en plus et de mieux en mieux, évidemment, les maladies cardiaques.
cardiaque, d'ailleurs plus qu'il y a 12 ou 15 ans, certainement moins d'ailleurs que dans 10 ans. Est-ce que ça, c'est pas finalement un frein un petit peu pour votre business? De se dire l'idée de départ, elle est évidemment exceptionnelle, mais de vous heurter d'une certaine manière à l'évolution et au progrès de la médecine et à la capacité que la médecine a aujourd'hui de garder un patient atteint de maladie cardiaque en bonne santé sans ce type d'appareil? Non, c'est juste qu'on accompagne le patient dans la maladie, donc il y a un continuum thérapeutique. En général, les patientes qu'on soigne, ils commencent avec des problèmes, ça peut être congénital ou d'autres choses, des problèmes d'artères. Mais ça ne va pas forcément un peu réduire votre business? Ah non, pas du tout, au contraire, puisqu'on va étendre l'espérance de vie des gens, donc on aura de plus en plus de problèmes d'insuffisance cardiaque avancée. C'est ça le problème, que les sociétés modernes doivent affronter le plus rapidement possible. Un mot, Stéphane Piat, sur vos finances, parce qu'il va falloir vendre, produire, ça coûte de l'argent. Vous aviez levé 60 millions d'euros d'ailleurs en 2019 et vous disiez à l'époque que ça vous donnait, dans les grandes lignes, 1 an et demi de visibilité. Donc là, on arrive à l'issue de ces 1 an et demi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, disons que si on prend bien sûr, l'argent qu'on a en caisse aujourd'hui, plus on a une ligne Kepler qui nous permet de lever un peu plus d'argent, on a de l'argent jusqu'à fin décembre. D'accord. Donc, grosso modo, on a le temps de voir. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, ce que je dis depuis 5 ans, on regarde quand les marchés sont plus ou moins favorables, bien sûr, le cours de l'action. Ma frustration en tant que CEO, moi, mon but, c'est quand même de créer de la valeur pour les gens qui nous ont fait confiance. Bon, ça fait 2 fois qu'on faisait une opération sur 20 euros. J'espère que la prochaine fois, on pourra faire une opération avec moins de dilution. Et justement, la bourse, les marchés avaient quand même bien accueilli et même très bien accueilli vos annonces récentes, et notamment il y a quelques jours avec les annonces de la FDA, on va y revenir aux États-Unis. Pour se financer aujourd'hui, la bourse, dans votre état d'esprit, dans votre logique, ça prend quelle place ? La bourse, c'est très important. Bien sûr, il y a des différences, encore une fois, entre les, je dirais pas les pays, mais les continents. J'étais frustré hier, j'écoutais Stéphane Bancel à la télévision qui avait levé 1 milliard durant 24 heures. Ouais. C'est pas comme ça en Europe, malheureusement. On a une aversion au risque, on ne pourra rien y faire, c'est dans notre culture. Donc il faut plus de temps, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis, c'est normal dans les dispositifs médicaux, il y a toujours la traversée du désert. Quand vous regardez un peu les courbes, je pense qu'on a passé le point. Vous avez été les premières années très très valorisé. Comme d'habitude, vous regardez toutes les IP en dispositif, les gens sont contents, et puis après on regarde le calendrier, les retards, ça baisse, et puis après on construit de la valeur. Je pense qu'on est dans la phase de construction de valeur. Oui, là, à 30-35 euros l'action de mémoire, vous êtes quand même 3 fois moins finalement que l'introduction ou les points les plus hauts il y a quelques années. On est 2 fois plus que l'introduction, on était à 18 à l'introduction. Mais il y a eu des points hauts. Ah oui, bien sûr, mais l'introduction, on est très peu dans ce cas-là. Je pense que sur les 10 dernières années, il doit y avoir 4-5 boîtes en biotech, medtech qui sont au-dessus du prix d'IPO en France. Donc, Alors justement, ce qui a séduit les investisseurs, là, c'est un petit mot sur les États-Unis, parce que la FDA, donc l'autorité de santé américaine, vous a donné quelques bonnes nouvelles également. Alors ça ne va pas aussi vite, et c'est d'ailleurs assez paradoxal qu'en Europe, alors qu'on aurait pu penser l'inverse à une époque. Racontez-nous justement l'intérêt de cette autorisation de la FDA que vous avez reçue il y a quelques jours. Oui, alors on avait l'autorisation l'an dernier déjà, mais on voulait utiliser le même produit partout avec toutes les nouveautés. Donc on avait un amendement qui était encore en discussion. On a refait des tests en décembre. On a eu l'autorisation il y a 2-3 semaines de ça. Donc on va pouvoir utiliser le nouveau produit comme on va l'utiliser en Europe en commercialisation aux États-Unis. Pourquoi c'est un peu lent? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand même un produit à haut risque. Donc, quand vous avez un problème de qualité, la pompe s'arrête. Donc, il est clair que les autorités compétentes, ça peut être fâcheux, effectivement. Que ce soit en France ou aux États-Unis, bien sûr, ils sont un peu plus vigilants. Que ce soit juste ou non, je pense que c'est très discutable, mais enfin bon, c'est comme ça. Et l'autorisation, la commercialisation, pardon, l'horizon de la commercialisation aux États-Unis? Je pense que ce sera 2024-2025. C'est un peu le plan qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui plus facile de travailler avec les autorités américaines, justement, sur ces jeux, qu'avec les autorités européennes ou françaises? Je dirais que ça dépend. Alors, entre la France et les États-Unis, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est un problème de confiance. La peur, c'est un mauvais conseiller. Donc, le problème que je vois dans le futur, c'est que les technologies sont de plus en plus abouties et complexes. Et je pense que les autorités compétentes auront de plus en plus de mal à évaluer les dispositifs. Moi, je vois que ce soit en France, n'importe où. Par le manque de qualité de leur expertise? Ben oui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a 60 personnes en recherche et développement qui ne font que ça. Et là, on parle de cartes électroniques de missiles. Alors, les autorités compétentes qui vont être capables de regarder dans notre software, dans notre hardware, on ne les connaît pas. Je vois les discussions qu'on a. On fait beaucoup je dirais, d'éducation, mais bon, même,
il y a beaucoup d'incompréhension, c'est trop complexe. Alors justement, ça fera lien avec le sujet suivant, parce qu'il y a un homme, et vous en avez parlé d'ailleurs il y a quelques instants, qui s'est beaucoup exprimé récemment, notamment sur ces sujets-là, c'est Stéphane Bancel, le patron de Moderna. Moderna, donc biotech américaine, qui a fait pour l'instant partie des 3 vaccins là, qui ont, contre la Covid, à être autorisés par les autorités européennes. Pur produit d'éducation française, mais qui a quitté l'Hexagone pour justement développer son entreprise. Ça vous rappelle forcément un petit peu aussi du parcours de Carmat, quelque part. Oui, j'ai écouté encore. Je pense que c'était très intéressant et je pense que c'est un problème de mentalité. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis, puis j'ai toujours travaillé dans les groupes américains et c'est toujours, si on se donne un but, on casse toutes les normes, il faut y aller. Et le but, on essaie d'y arriver le plus vite possible. Et c'était intéressant ce qu'ils disaient, c'est pour ça peut-être qu'ils ont été beaucoup plus rapides que les autres. Ils ont dit il y a une urgence. Les gens travaillaient 20 heures, 15 heures par jour. Voilà. Mais vous êtes d'accord avec lui quand il dit qu'il y a une forme de déclassement de la recherche française, que c'est quand même de plus en plus compliqué? D'ailleurs, on le voit avec Sanofi, là, finalement. J'ai travaillé dans la Silicon Valley. Malheureusement, j'ai connu beaucoup de chercheurs français qui allaient au Livermore Institute, des polytechniciens, parce que quand ils demandaient 500 000 € en France, c'était impossible. Quand ils en demandaient 10 aux US, on leur disait « mais c'est pas assez pour faire ce que tu veux ». Sans parler de leurs conditions salariales. Donc je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. On vit dans un monde ouvert. Par exemple, nous en France, on souffre pour trouver des capitaux. Et le nerf de la guerre, il ne faut pas se leurrer, c'est les capitaux. Et justement, mais c'est intéressant, surtout sur votre cas finalement. Est-ce que certaines avancées technologiques, techniques, scientifiques, elles n'auraient pas pu être aussi rapides, précises, en basant finalement 100% du développement de ce produit en France ? Alors, Carmat, encore une fois, c'est vraiment une exception parce qu'on a eu la chance d'avoir la collaboration de 2 visionnaires, Carpentier et Jean-Luc Lagardère. C'est ce qui a fait la différence parce que s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Lagardère qui a donné accès à des ingénieurs gratuitement, donc il y avait une approche qui est totalement différente de tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je pense on est là où on est aujourd'hui. Mais c'est clair que c'est moins simple. Maintenant, j'ai eu la chance, moi j'ai une mentalité un peu différente. J'ai refait tout le team en 5 ans et on vient tous de groupes anglo-saxons et on est tous volontaires, très rapides. On a travaillé encore plus sous Covid. Donc je pense qu'on a un groupe chez Carmat qui est intéressant, qui est assez atypique. Comment vous regardez justement un petit peu l'écosystème des biotech françaises? Parce que c'est un écosystème qui est très dynamique. En France, 1,7 milliard de CA, il y en a quasiment 800 aujourd'hui dans le pays. Effectivement, alors on l'a vu d'ailleurs sur la question des vaccins, c'est pas Sanofi, c'est pas Pasteur qui l'a découvert en premier, ce sont des biotech aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez finalement leurs évolutions? Oui, alors le problème qu'on a en France, on le voit avec les investisseurs, c'est que les gens ont peur de se tromper. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités. Et dans la vie, si on ne prend pas de risque, on ne gagne rien. Donc le problème, il est là, c'est que c'est ça un peu le frein, je dirais, aujourd'hui à l'expansion des sociétés. C'est pour ça qu'on arrive à faire quelques startups et que très vite, elles partent parce que personne ne veut faire le crossover. 3e pays d'Europe à qui compte le plus d'entreprises de biotech et 2e européen en ce qui concerne le nombre de produits en cours de développement. C'est évidemment colossal. Mais finalement, pourquoi vous êtes parti aux États-Unis si tout se passe ici? C'est ça qui est intéressant dans ce qu'on voit aujourd'hui avec les biotech. Alors, on est en France pour la production. Maintenant, le plus gros marché, il reste le marché américain. Et donc, clairement, notre succès passe par le marché américain, avec comme phase intermédiaire l'Allemagne, qui est le plus gros marché singulier en Europe. Bon, une fois que le cœur sera mis sur le marché, ce sera quoi la suite pour Carmat? Aujourd'hui, alors c'est ce que je dis toujours, il faut faire des baby steps, donc il faut marcher avant de courir. Je pense que si on a le succès qu'on escompte avoir dans le futur proche, on pourra se poser des questions sur éventuellement des collaborations, des développements d'autres produits, pourquoi pas de rachat d'autres technologies, etc., etc. Bon, et en tout cas, donc 2e trimestre, le cœur Carmat en Europe et en France. On n'a pas le mois, vous n'avez pas le jour précisément? Alors, je pense qu'on est une des rares sociétés qui donne des calendriers très étroits, ce qui nous met sous stress. Et on a beaucoup délivré. Donc, je pense dans le futur, on va donner moins un calendrier, peut-être plus en trimestre, mais en semestre. Donc, ça nous fera des questions pas trop, à vous poser. Merci Stéphane Piat d'être venu nous voir. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de Carmat. Merci.